Eh bien, on est super content de vous retrouver. Ça fait déjà quelques temps là. Donc, bienvenue à ce meet-up blockchain et société d'avril. Ça fait déjà le 46e, si je crois la même mémoire par rapport au meet-up. Donc, on est vraiment super content de vous revoir à chaque fois qu'on vous voit. Et surtout, on a vu des nouveaux apparemment. Donc, bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas le format et l'association Blockchain et Société. Un petit mot très rapidement à la fois sur les organisateurs et l'association. Donc Blockchain Société, fondée il y a 3 ans, une association. Voilà, le but étant de mettre en relation des gens qui sont passionnés par les cryptos. Donc c'est exactement la thématique de ce soir. On est une petite dizaine d'organisateurs, moi-même le président de l'association pour cette année. Et donc avec quelques-uns autour de la table ce soir qui participeront aussi, je pense, avec des questions et aussi sur l'animation. Hein. Laure, Rachel, Adrien, Bertrand, Guillaume pour l'affiche. Merci. Et donc, on anime régulièrement des meet-up comme ce soir. Et justement, la thématique de ce soir sera sur les impôts. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai reçu le mail de l'ouverture des impôts ce soir, apparemment, enfin, en tout cas pour ma zone, de géographique. Juste avant de parler de le thème ce soir, nous sommes une association et on a besoin, alors moins en ce moment, mais en général, quand même de fonds. Habituellement, quand on se voit physiquement, on organise un apéro qui est financé par nos sponsors, donc deux principaux, même si vous en voyez quatre. Premier sponsor, en fait, le petit personnage qui sourit, et Pays Loire Développement, en fait, c'est Novapulse. Donc, je vais mettre un petit mot sur eux. Novapulse, c'est un pré-accélérateur de start-up nantais. Donc, si vous avez une idée de start-up, de produits que vous voulez faire grandir, vous avez envie de découvrir un écosystème bienveillant qui va vous aider à aller vers votre première levée de fonds, voilà, pensez à Novapulse. Voilà, on le connaît bien, nous, dans la structure. Excusez-moi, le passage du chat. Dans les structures d'accompagnement de start-up à Nantes, c'est vraiment un super accompagnement. Ça dure 1 an. Donc, je vous invite à aller voir si vous avez des idées que vous voulez développer. Deuxième sponsor que nous avons, et on garde de côté leur budget pour bien sûr des apéros dès qu'on pourra le faire à nouveau. Unique Name et leur blockchain UNS Network. Donc en fait, UNS Network, une blockchain française, on peut le dire, d'origine française en tout cas, et qui est dédiée à la gestion d'identifiants souverains. Au-dessus du Business Network est construit Unique Name, en fait un système qui permet de faire des authentifications, de se connecter un peu à la Google ou à la Facebook, mais dans une logique d'authentification forte et surtout qui protège votre anonymat quand vous vous connectez sur des sites. Le business model n'est pas basé sur la vente de données. Je zoome tout de suite sur ce qu'on va faire ce soir pendant 1h30, 2 heures. Donc en fait, ce soir, on est avec Yann et puis Elisabeth. On va parler des impôts, de la déclaration des cryptos qui doit se faire obligatoirement en lien avec ces impôts. Et on a déjà eu par le passé des personnes qui sont venues nous parler des impôts et de la façon de les déclarer. Je pense à Voltio qui est venu il y a quelques temps, c'était vraiment très intéressant. Et là, cette fois-ci, on a pris le parti de se dire, nous-mêmes, on est utilisateurs de crypto, on a nous-mêmes nos déclarations d'infos à faire. Et si on faisait en fait un partage d'expérience sous forme de témoignages, donc évidemment avec Yann et Elisabeth en primo d'abord, mais en fait, nous tous, parce que j'imagine que tous dans l'Assemblée, ou une partie de l'Assemblée, vous êtes utilisateurs de crypto, et vous avez sûrement des choses à partager sur la bonne façon, en tout cas la façon que vous avez appliquée de déclarer vos cryptos. Et donc, je vous propose ce soir cette thématique. On va discuter de ça. Alors, Yann, Elisabeth, est-ce que vous avez branché vos webcams? Moi, je vais arrêter le partage de mon côté de l'écran. On va basculer plutôt en mode discussion. Alors, Yann, est-ce que ton micro fonctionne? Ouais, Ouais. ça y est. Elisabeth, c'est bon de ton côté? Ouais, ouais, ouais. Voilà, bonsoir. Alors, ce que je vous propose à tous, là, en fait, en termes d'animation, on va discuter. Vous allez nous partager vos expériences, d'où vous venez, pourquoi vous en êtes arrivé là, éventuellement les outils que vous avez utilisés, les astuces que vous avez mises en place. Je tiens à souligner quand même un élément important, vous n'êtes pas des experts, hein, vous êtes des cryptonautes comme beaucoup d'entre nous autour de cette visio ce soir. Donc, j'invite tout le monde à beaucoup de bienveillance dans ce qui va être dit. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des imprécisions. Il y a peut-être aussi quelques experts qui peuvent éventuellement
améliorer l'information. Mais on est vraiment dans cette logique ce soir de partager ce qu'on va tous faire dans quelques jours, être devant notre fiche d'impôt et dire qu'est-ce qu'on met dans les cases. Et là, on sera tout seul devant et on n'aura pas l'expert au-dessus de notre épaule. Et pour le coup, voilà, on va commencer avec Yann et Elisabeth qui vont nous partager ce qu'ils ont appris de leurs expériences. Peut-être, on va commencer par des présentations. Peut-être, Elisabeth, nous dire un petit peu qui tu es et puis comment tu es arrivée là. Tout à fait. Donc, ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je suis Elisabeth, je suis indépendante, je suis dans l'accompagnement des personnes. Et j'ai commencé les cryptos en mai, un peu sur l'impulsion à la fois de Yann et d'autres amis qui pratiquent aussi les cryptos, si on peut dire ça comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de très, très sécuritaire et donc j'avais un peu peur de commencer à utiliser les cryptos parce que je n'avais pas de connaissances préalables en fait spécialement. Et donc, voilà, je voulais un peu voir. J'aime bien aussi l'aventure quand même, donc je voulais un peu voir à quoi ça ressemblait. Et donc, me voilà à vous parler aujourd'hui, après presque un an maintenant de crypto et je vais essayer de vous partager mon expérience au mieux et de vous faire un retour voilà, de quelqu'un qui a pas forcément qui avait pas forcément à la base attrait à ce genre de monde presque, parce que je dirais presque que c'est un monde différent la crypto. Donc voilà. Un monde assez masculin en plus en général. Ouais. Donc, bienvenue, on va le dire. Voilà, il y a assez peu de femmes en général dans cet écosystème, donc c'est toujours intéressant de voir que ça peut intéresser aussi. Très bien. Yann, ton parcours? Ouais, vas-y, oui. Laure. Juste après, justement, ça fait transition. Juste après Yann, Hélène Trébos Campillo est ici et elle est experte comptable, commissaire aux comptes et elle va pouvoir nous aider à débugger les mystères et les méandres. Du coup, elle pourra peut-être se présenter en une ligne et réactiver sa caméra juste après Yann. Ok ? Je n'avais pas vu qu'elle était déjà arrivée. Merci. Bonsoir Hélène, très bien. Ce sera plus que nécessaire. Ouais, très brièvement, moi en fait, je viens de l'univers plutôt web à la base, donc forcément assez lié finalement au crypto quand même, que ce soit dans les technos, que ce soit dans la pratique et ce pourquoi on le fait. J'ai connu quelques mouvements, on va dire libertaires et un peu punk qui sont assez proches finalement de la crypto-monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après, j'ai eu vraiment deux phases de crypto. La première où je connaissais ça depuis des années, mais je ne me suis vraiment pas lancé parce que c'était pas le moment, c'était encore trop tech pour moi. Et puis la deuxième où je me suis lancé un peu avant le premier pic du Bitcoin, mais mal, avec deux, trois approximatisations qu'on fait que voilà, ça n'a pas été la grande richesse non plus ces années-là. Mais tu parles du pic de fin 2017 ? Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut mentionner, mais c'est celui qui a d'il y a 3 ans. Hein, c'est pas. Donc voilà, avec toutes les bêtises justement que j'ai pu accumuler, hein, ne connaissant ni l'univers crypto, ni forcément l'univers fiscal aussi. Enfin, pas forcément formé à tout ça. Mais avec beaucoup d'amis bienveillants là-dessus, qui étaient soit tech, soit d'univers assez connecté, qui prenaient beaucoup de temps d'expliquer, un peu comme le fait justement blockchain et société aujourd'hui, d'essayer de transmettre le plus possible les informations sur comment ça fonctionne, etc. Voilà, donc plutôt initié maintenant, hein, ça fait quand même 3 ans, donc si je compte le nombre, enfin, j'ai plus d'exchange que de doigts, donc je pense qu'on peut dire que je suis initié aujourd'hui. Mais même avec tout ça, il y a encore une difficulté, et on va en parler vraiment beaucoup ce soir, à comprendre comment on va déclarer ça et comment on va insérer ça dans nos stratégies globales, que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel. Je suis freelance aussi à côté, donc voilà, est-ce que je le déclare plutôt sur l'un, plutôt sur l'autre, on va en parler ce soir. Merci Yann pour ta présentation. Pour le coup, Hélène, bonsoir.
Bonsoir. C'est super, voilà, très bien. Si tu peux nous parler un petit peu de toi, et puis voilà, on pourra te redonner la parole. Je m'avancerai tout doucement quand même sur la possibilité d'aider comme ça en ligne, mais en tout cas, l'idée, c'est d'entendre les problématiques. On a effectivement des soucis de qualification, donc forcément des soucis ensuite de déclaration. Voilà, donc mon idée, c'était de vous écouter. Est-ce que je peux vous proposer, s'il y a des choses, je dirais, un peu évidentes, de faire passer des réponses, mais peut-être ultérieurement aussi, parce que je ne peux pas m'engager, c'est risqué professionnellement de répondre comme ça sans connaître le contexte global, donc je ne peux pas non plus, voilà. Mais l'idée, c'est sur des choses simples et de ensuite apporter peut-être une réponse ou dire je ne sais pas. Mais voilà, mais surtout de vous écouter et de répondre après peut-être rapidement par d'autres moyens sur le groupe. Ouais, c'était beau. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, on ne peut pas sécuriser comme ça oralement, c'est un peu trop technique. Voilà. Tout à fait. Le but n'étant pas ce soir de toute façon de donner des conseils spécifiques liés à des contextes particuliers, c'est vraiment de balayer toutes les problématiques qui peuvent exister et surtout que chacun comprenne dans quel contexte il est un petit peu. Par exemple, Yann, là, tu as balayé le sujet en disant bah oui, il y a peut-être en plus des gens qui ont des contextes pro-perso, c'est très imbriqué. Peut-être pour d'autres personnes, ça va être très très clair la séparation. Et donc voilà, c'est balayer un peu tous ces sujets et puis surtout que chacun, peut-être là ce soir présent, vous compreniez est-ce que vous pouvez vous gérer tout seul ou est-ce qu'il faut que vous passiez par un professionnel qui pourrait vous aider? Et on va parler un petit peu d'outils aussi sur le marché et il y en a qui peuvent peut-être apporter une certaine aide. Donc voilà, c'est ces éléments-là qu'on va balayer ce soir. Merci Hélène. Pour le coup, ce que je vous propose, c'est avant de zoomer un peu sur les outils, si vous nous, Yann, Elisabeth, vous nous parliez un petit peu, vous, qu'on comprenne un peu mieux. Vous avez dit un peu depuis combien de temps vous faisiez de la crypto, mais vous, finalement, vous faites quoi de vos cryptos? Voilà, c'est quoi vos activités? C'est quoi vos coins préférés? Alors, on va commencer par celui qu'on a en commun, que Elisabeth a fait découvrir l'année dernière, je crois, un peu plus d'un an, qui est le CRO, qui est lié à crypto.com et sa carte bleue, qui est intéressant parce qu'en fait, moi qui suis dans l'écosystème depuis longtemps, c'est Elisabeth qui, du coup, est plus récente dans l'écosystème qui me l'a fait découvrir. Et c'est ce que je lisais dans le chat tout à l'heure de la part de Corentin. On a nos parents ou on a des amis qui commencent à me faire découvrir des choses en crypto. Et là, on se dit, ça commence à ressembler à une démocratisation, justement. Et comment tu l'avais découvert à la base, Elisabeth? Alors, le CRO, à la base, moi, je ne le connaissais pas vraiment. En fait, Crypto.com avait deux coins, le MCO et le CRO. Oui, ah oui. Et donc, avant, en fait, la carte Visa était sous condition d'obtention du MCO. Et ça, je l'ai découvert, l'application Crypto.com et la plateforme, via un autre ami. Donc, c'est vraiment très bouche à oreille, hein, la crypto. Ouais. Pour le coup, de mon côté, en tout cas, c'est très bouche à oreille. Et c'est vraiment comme ça que j'expérimente aussi. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'application. C'est en me faisant parrainer en fait, sur cette application qui proposait une carte Visa, en l'occurrence, contre du stacking de crypto et qui donne du cashback sur les dépenses qu'on fait avec cette carte, mais qui permet aussi plein d'autres choses dans cette appli. Mais donc, moi, je m'en sers principalement à la fois pour la carte Visa et à la fois pour, comme un peu un livret A, mais version crypto, quoi. Grosso modo. Ok, parce que je me rappelle aussi que justement, ce qui nous avait intéressé, c'est que là, pour le coup, on pouvait l'utiliser concrètement en moyen de paiement. On en avait parlé au dernier Blockchain Société, mais en fait, là, il y a une utilisation qui est concrète. C'est demain, vous voulez acheter votre pain, vous n'avez pas assez sur votre compte bancaire, j'en sais rien, peu importe. Vous transformez un fragment de Bitcoin en 30 € et vous achetez votre pain sur votre carte bleue. C'est ça concrètement qui nous avait marqué aussi avec ce système-là. Et notamment de faire l'inverse aussi, c'est-à-dire d'utiliser le système pour mettre des euros et retirer des CRO, c'est-à-dire aussi de générer, en fait, faire une sorte d'achat de crypto pour pouvoir éventuellement faire de l'épargne classique, entre guillemets, sur ce type d'outil, quoi. Ouais, alors sachant que moi, j'aurais pas fait le premier cas de figure dont tu parles, de transformer du Bitcoin ou autre chose en le mettant sur la carte. En fait, ça, c'est par contre une des choses que je fais pas moi avec la carte. C'est complètement possible de le faire, mais pour des raisons entre autres fiscales, je le fais pas. Pour le coup, là, je pense qu'on a une approche différenciante. C'est super intéressant d'ailleurs.
parce que, donc, contexte, moi, du coup, avant de faire tout ça, j'étais surtout sur du trading, j'en essayais pas mal. Et puis, le deuxième contexte qui m'intéressait aussi, c'était tout ce qui était les concepts de stacking, les concepts de earn, c'est-à-dire les concepts où globalement on laisse un token travailler à une tâche. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs monétaire, hein. Il y a énormément de chaînes qui sont basées sur des fonctionnalités, donc ça c'est encore intéressant. Orchid, par exemple, pour sécuriser pour les VPN, où le jeton va servir comment on pourrait appeler ça, de token de connexion, quoi. Et en fait, il y avait vraiment pour moi deux chaînes, hein. Il y a celles qui servaient plutôt pour stocker de la valeur, auquel cas, bon, bien sûr, il y a le Bitcoin et tant d'autres, mais il y avait aussi toutes celles qui étaient utiles. On pourrait parler de l'UNS, on parlait du nickname tout à l'heure, on pourrait parler… en fait, il y avait tous les tokens utiles aussi qui étaient… c'est pas à collectionner, mais en tout cas à capitaliser pour pouvoir utiliser un service ou participer au développement d'un service. Et ça c'est un truc aussi que je faisais beaucoup, en tout cas avant même de m'intéresser aussi au côté financier traditionnel. Et ça, je ne sais pas si tu en faisais, Lisa, ou pas. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup en fait dans le concept de la carte Visa à cashback en token, c'est justement ce concept de tu dépenses de l'argent et ça te permet d'investir de manière un peu passive en fait, sachant que le Pro, quand il a commencé à être utilisé, il avait un tiers de la valeur qu'il a aujourd'hui, et ce qui me permettait en fait de mettre un pied dans les cryptos et dans l'investissement sans avoir forcément aussi beaucoup de fonds derrière, parce que bon, moi, j'avais pas spécialement beaucoup d'argent au départ à mettre, et toujours pas d'ailleurs, en fait, c'est pas ma priorité. Et du coup, moi, je pensais qu'il fallait être presque se payer des vacances, je sais pas où, pour faire de la crypto, en fait, et que tu pouvais pas investir en crypto tant que tu n'avais pas un certain montant à investir, tu vois. Et moi, c'est aussi ça qui me plaît dans cette carte Visa. Tu as fait un lien là, juste il y a quelques minutes avec l'aspect fiscalité. Donc, c'est le sujet de ce soir, pas les cashbacks sur les cartes Visa. Et par contre, tu as dit un truc qui est sur lequel justement qui est dans la thématique, c'est que tu dis, finalement, et même Yann, tu dis ça, tu dis, en fait, vous orientez vos usages crypto en fonction de la fiscalité qui va être associée. Ouais. Donc là, je pense que c'est ça sur lequel il faut zoomer. C'est que déjà, ça montre une certaine expertise de votre côté. Là, moi, je ne vais pas faire comme ça ou comme ça. Ouais. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais il y a 5 jours, en fait, crypto.com est passé sur la liste noire de l'AMF. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant et ça a peut-être des… Mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas sur la liste noire. Voilà. Non, mais ça n'a zéro répercussion. C'est ça qui est assez impressionnant, en fait. C'est que c'est des sociétés internationales qui, en fait, se font des guerres de loi. Et nous, on est un peu au milieu pour essayer de justement trouver les bons systèmes d'imposition pour être dans la légalité chez nous aussi. Mais quand vous utilisez un service X ou Y international et que peut-être pour une très bonne raison, il est banni dans votre en Europe ou aux États-Unis, etc. L'utilisateur qui est au milieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que à la base, on a orienté un usage par rapport à une possibilité qui était offerte. Et du coup, nous, derrière, quand on nous dit un an plus tard, c'est devenu illégal, par exemple, je pense au PSN, on en reparlera, de toute façon, il nous faut un temps d'adaptation. Et la crypto permet ça, puisqu'ils ne peuvent pas bloquer, il n'y a pas de blocage en fait, de transfert. Donc aujourd'hui, on peut transférer, on peut utiliser le service, d'ailleurs, il n'y a pas de blocage non plus de service. Et ça pose une question lorsque tu dis, parce qu'il y a énormément de services comme celui-ci, qu'est-ce qui se passe concrètement si… je sais pas, il est banni entre guillemets de nos impôts ou autre, parce que nous, ça pourrait déjà être déclaré depuis des années, puisqu'il a été fait déjà l'année dernière. On pourrait imaginer qu'il est banni 2 ans plus tard. Voilà, on peut imaginer qu'on a signalé le compte il y a 2 ans et que 2 ans plus tard, il est banni pour X raisons, peut-être des très bonnes raisons, mais du coup, on n'est qu'utilisateur. Et donc ça pose aussi d'autres questions, quoi. Je pense qu'on pourra en reparler. Alors justement, revenons sur pas trop longtemps, il avait une bonne question aussi, Damien. Ouais. Revenons, parce que donc là, c'est ce que je note, c'est que l'aspect, finalement, les plateformes, elles vont, elles viennent. De toute façon, en fait, on fait les déclarations 1 an plus tard. Il a pu se passer plein de choses. Donc, c'est à prendre en compte. Maintenant, comme tu dis, Yann, bon, bah voilà. On est un peu… Par contre, c'est peut-être, juste pour clore sur cette histoire de listing, c'est peut-être pas, ou de blacklisting, c'est peut-être pas une excuse pour pas déclarer certaines choses.
Totalement. Voilà. Ça changerait à la stratégie fiscale, effectivement. Voilà. Alors, c'est là où, pareil, il y a un gros sujet. En fait, tu parlais de stratégie, le fait qu'on était avisé. Après, on reste des explorateurs. Lisa, tu me corriges, mais on reste des explorateurs dans le sens où même les professionnels ne savent pas vraiment répondre à la question qu'est-ce qui se passe si. Donc, à partir de là, on a des stratégies de risque, de gestion du risque, tout simplement, et de se dire OK, moi, je suis prêt à faire quoi si il se passe ci, s'il se passe ça, etc. J'ai vu des tas de gens pas se poser de questions du tout, et finalement, pour l'instant, ça leur réussit très bien. Il n'y a pas eu de mouvement pour l'instant fiscal très impressionnant en France, hein. À part des vérifications sur des gros montants, mais il n'y a pas eu de mouvement offensif pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On verra bien l'année prochaine ou cette année même. Et voilà, là pour l'instant, ce sont des stratégies mi-usage, mi-fiscales, dans le sens où effectivement, des fois, on en a reparlé la semaine dernière avec des clients qui commençaient à convertir leur trésorerie en Bitcoin. Ça pose plein de questions sur, bien sûr, comment l'utiliser derrière, qu'est-ce qui se passe si ça devient interdit pour X raisons, voilà, quelles sont les possibilités derrière de l'utiliser bien, en fait, de l'utiliser en restant dans notre légalité. Voilà, sachant que les lois, vous avez bien vu, elles évoluent très vite, hein. Le PSAN, c'est décembre 2000, enfin c'est de l'année dernière, c'est fin d'année dernière, la mise en activité. Avant d'ouvrir un nouveau sujet, on y reviendra. Donc pour zoomer, vous parliez de tous les deux de stratégie fiscale. Moi, ça fait 20 ans que je fais mes impôts, je n'ai jamais utilisé un vocabulaire de ce type-là, même si ça fait quelques années que je déclare des cryptos. Donc c'est quand même fort. Donc là, on va plutôt parler, quand on parle de stratégie fiscale, à ceux qui vont déclarer l'année prochaine. Oui. Et rassurez-vous, on peut peut-être rassurer, c'est ceux qui n'ont pas eu de stratégie fiscale particulière pour les jeux de l'année dernière. C'est pas grave. Vous arriverez aussi à déclarer vos impôts, même s'il n'y avait pas de stratégie fiscale. Est-ce que quand même on peut zoomer, ce qu'on parlait tout à l'heure des cartes avec cashback, c'est quoi la spécificité de stratégie fiscale entre cette carte de cashback et les impôts derrière? Justement, moi, je n'avais aucune stratégie fiscale quand j'ai commencé, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qui était imposable, ce qui n'était pas. Et ça me faisait vachement peur. Et donc, j'ai très, très limité toutes mes opérations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas uniquement au niveau de la carte, en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais devoir déclarer? Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, en plus, tu fais des trucs où tu fais des transferts de crypto en crypto, tu essayes toutes les cryptos du listing pour voir laquelle te correspond mieux, alors qu'en fait, finalement, c'est un choix très perso. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas un critère, quoi. Mais je dois dire que quand j'ai compris que quand je transférais des cryptos en euros pour acheter via ma carte, et quand j'ai compris que ça, c'était imposable, moi, j'ai arrêté de le faire parce que je trouvais que ça allait être plus compliqué que de déclarer juste des choses sur... En fait, le truc, c'est que tu peux très vite acheter quelque chose et pas te rendre compte que tu achètes avec tes cryptos. Alors que quand tu fais une vraie session où tu vends de la crypto, tu te rends compte. Et donc, tu ne peux pas la zapper au moment où tu la déclares. Enfin, si tu peux, mais en l'occurrence, moi, je me suis mis cette limite-là en attendant de maîtriser mieux la manière dont c'était réglementé et la manière dont on était supposé déclarer et dont on serait imposé, en fait. Je vais prendre le contre-pied très rapidement, c'est que moi, je fais exactement l'inverse. Je considère que comme il y a un service qui est pour l'instant légal, tant qu'il est légal, je l'utilise. Et je dis aux impôts, vous me trouvez le calcul. Pourquoi? Parce que du coup, le service, il existe, il est là. C'est finalement un service bancaire comme Visa l'aurait fait. Et je suis pas pour, donc, mais c'est vraiment, je le prends pour moi, hein. Je trouve que si on a un service technologique qui est capable en quasi automatique de faire ces choses-là, on doit pouvoir l'utiliser. Sinon, ça veut dire qu'en fait, la société n'aurait pas dû, justement, on n'aurait pas dû pouvoir proposer ces services dans le pays où on est, quoi. Donc après, par contre, du coup, c'est un risque parce que derrière, ça complexifie énormément les calculs, hein. Comme je l'ai lu en chat, ça fait une génération. Effectivement, ça fait une session à chaque fois qu'on convertit, même si c'est 30 centimes, vous avez une session supplémentaire à déclarer, effectivement. C'est peut-être l'occasion de zoomer finalement avec vos avis de l'utilisateur averti. Finalement, qu'est-ce que... voilà, on fait une déclaration de revenus.
Donc, on déclare les revenus de l'année passée, hein, pas de l'année en cours, mais de l'année passée. Finalement, si on zoome sur les aspects crypto, finalement, sans rentrer dans les détails, comme disait Hélène tout à l'heure, et les cas particuliers, globalement, qu'est-ce qu'on est censé déclarer dans les impôts vis-à-vis de la loi en ce moment-là? Lisa, je te laisse. Alors, moi, d'après ce que j'ai compris, voilà, on est bien sachant que là-dessus. j'utilise un service extérieur et que donc je ne. Comment dire, je me suis basée sur les informations que ce service me donnait. D'après ce que j'ai compris, ce qui est imposable, ce sont les cessions en euros, donc de crypto vers euros. Ce qui veut dire que ce qui est en crypto et qui reste en crypto n'est pas imposable. De ce que j'ai compris, encore une fois, hein, je cadre le truc. Voilà, c'était ça ta question? Est-ce que Oui, c'est ça. Hein. Non, mais c'était vraiment quand on en avait reparlé en off la semaine dernière, c'est vraiment ce qui avait permis de comprendre beaucoup plus simplement pourquoi il n'y avait que 20 sessions totales. Totalement. Pour faire le lien. Parce qu'au départ, on avait l'impression qu'il fallait tout déclarer, comme les années d'avant où on ne savait pas en fait. Totalement, c'est-à-dire que sur le formulaire des impôts, tu as le droit à un nombre, je sais plus, là je crois que ça te demande combien tu veux rajouter de lignes, mais je crois que c'est 20 maximum. Et en fait, moi quand j'ai commencé les cryptos, je pensais qu'il fallait déclarer chaque session. Donc par exemple, tu vends tes bitcoins en Ethereum, tu dois les déclarer et du coup, déjà ça me faisait vachement peur. Et en plus, je ne voyais pas comment c'était possible. Enfin, là, cette année, j'ai 600 environ opérations. Je ne voyais pas comment j'allais rentrer à la main les 600 trucs dans le formulaire des impôts. Et c'est en faisant mon formulaire et en faisant ma déclaration que j'ai compris qu'en fait, déjà, il n'y avait jamais 600 opérations à déclarer parce qu'il n'y avait pas 600 sessions et qu'en plus, ça rentrait large, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une session? Parce que là, du coup, tu as utilisé deux termes, opération, session, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors pour moi, une session, c'est quand tu vends tes cryptos. Et donc la manière dont j'en parle actuellement, c'est quand tu vends ta crypto contre de l'euro. Donc tout ce que j'ai dit précédemment s'applique au fait que tu vends contre de l'euro. Ou une fiat, hein. Ou une monnaie souveraine en général. Du coup. Non, parce que même si c'est en dollars, tu peux être imposé. Alors comment se passe le calcul, j'en sais rien, mais. Parce qu'il faut tenir compte des changes en plus entre fiat. Ouais, il y a une remarque de Nathan qui est juste. C'est si, par exemple, moi, j'ai pas la carte crypto, mais j'ai la carte Binance. Si j'achète un bouquin en ligne ou j'achète une galette des rois, en fait, c'est imposable. Et c'est imposable, c'est à hauteur de 30% de la plus-value que j'ai fait sur le micro-bout de crypto que je viens de convertir sans le regarder en payant en carte Visa. C'est pas simple. Voilà. Par contre, Laure, l'inverse, c'est ce que disait Elisa. Si tu achètes avec de l'euro avec ta carte Binance et que tu as un cashback, c'est que le cashback qui est imposé du coup. C'est ça l'astuce en fait légale dont on se sert beaucoup avec Lisa, c'est qu'en fait tu peux cumuler des années et des années de cashback et ne payer que du coup que la plus-value de ton cashback. Alors par contre, comment c'est imposé, c'est pareil, ça c'est une autre question. Ouais. Ah oui, disons que mais j'ai pas mis d'euros en fait sur ma carte Binance. J'ai que des cryptos ou des stablecoins en fait. Ok. Ouais. C'est ça, c'est moi ce que je disais que je faisais pas du coup parce que je trouvais ça plus compliqué. Moi, c'est à ce à quoi je faisais référence tout à l'heure où je disais moi je sais pas comment tu déclares ça, donc j'étais très freinée de le faire et c'est la limite que je me pose. Du coup, ce serait super intéressant d'avoir ton retour là-dessus, Laure. Si tu as un complément d'info à nous apporter, ce serait peut-être intéressant. Non, là, je passe le bâton de parole à Hélène. Parce que clairement, moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, je sais que je vais payer un service comme Walkio qui va le faire pour moi. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Voilà. Alors, c'est peut-être l'occasion, parce que tu as évoqué un peu le sujet, Elisabeth. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de dire, si on synthétise, on fait des opérations avec des cartes. En crypto, il n'y a pas de discussion. Crypto vers fiat, c'est là que la discussion se pose. Et là, on doit commencer à faire des listings de ce qui a été fait. Listing, on a fait 3 sessions dans l'année, c'est pas un souci. Mais là, quand ça commence à s'accumuler, parce qu'on a pas mal joué l'année dernière, surtout peut-être fin d'année, parce que c'était un peu plus sympa. Et là, on se dit, mince, il va falloir faire le listing de tout ça. Et c'est ce que Yann, Elisabeth, comment vous faites, tout simplement?
Yann, tu as envie de prendre la parole ou... Je te laisse le premier, il faut que je réfléchisse. Okay. Alors, quand j'ai commencé, j'ignorais moi qu'il y avait ce genre de service. Donc, c'est pour ça que j'étais aussi frileuse. Maintenant, je pense que je serais moins frileuse que ça. Et en fait, moi, on peut dire les noms des... Oui, on peut dire que j'ai du travers crypto. En fait, moi, je me suis tournée vers Coconut parce que ça me paraissait être accessible pour les gens qui n'y connaissent rien. Concrètement, c'était un peu ça l'idée. Et donc, le concept, et je pense que pour Walsio, ça doit être la même chose, c'est qu'en fait, il va chercher dans l'application que tu utilises tes données, en fait, et il les compile d'une certaine manière, de manière à ce que tu puisses retrouver exactement ton tableau Excel avec ce que tu vas déclarer aux impôts sur base de tes opérations, et il calcule donc les plus-values, les moins-values, etc., tes revenus, etc. Donc, grosso modo, moi, je me suis tournée vers ça parce que ça me paraissait être la solution à la fois la plus économique en temps et en énergie, et à la fois, j'étais sûre de rien oublier et de ne pas faire de bêtises, entre guillemets, quoi. Ouais. Du coup, Walsio, en fait, moi, je ne savais pas que ça existait au début. Mais comme je vous ai expliqué, moi, je ne me suis pas posé la question. En fait, moi, j'agis d'abord sur la recherche fondamentale, je les essaye, en fait. J'essaye d'abord les tokens. Et après, je me pose la question, OK, j'en fais quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est justement, je le voyais dans le chat, c'est hyper intéressant, est-ce que je m'en sers de PEA en mode, OK, je le laisse dormir et puis je vais le retirer qu'une seule fois? Donc ça effectivement, j'en ai fait. Mais il y en a plein où, en fait, les tokens, je sais pas, les Ethereum, vous vous servez d'Ethereum, vous pouvez générer du gaz. Et le gaz, c'est fiscalement imposable aussi quand vous le vendez. Enfin voilà. En fait, il y a plein de générations de petites activités. Et donc, après coup, c'est-à-dire après la deuxième année, je crois, quand j'ai commencé à déclarer vraiment que j'avais vraiment des montants aussi, là, je me suis tourné sur les recherches et j'ai regardé pour Walsio. Donc, moi j'ai essayé Walsio, Lisa et Coconut, justement, on pourra en parler. Et voilà. Et là, il te tariffe, enfin, tu payes plus ou moins cher selon le nombre d'opérations que tu as. Et là, tu commences à réaliser que justement, si tu as fait trop d'opérations, peut-être potentiellement, il va falloir réfléchir à comment on va déclarer tout ça. Et potentiellement, tu te retrouves parfois devant le fait accompli que tu as fait trop d'actions aussi. C'est ça qui est un peu étrange quand tu arrives dans Pourquoi ce monde-là. trop? Tu peux d'abord utiliser le service. Qu'est-ce que voudrait dire trop? Pourquoi trop? Trop par rapport à une stratégie qui aurait pu être de l'utiliser en PEA, ce qui est hyper intelligente. Mais franchement, quand vous n'y connaissez pas au tout début, qui n'a pas été tenté de faire des opérations dans tous les sens, juste ne serait-ce que pour tester la vitesse d'échange, voilà, en tant que en bêta test, est-ce que vous n'avez pas fait des transferts entre votre compte, etc., etc. En fait, toutes ces choses-là, moi en tout cas, tout début, j'y avais vraiment pas pensé. C'était vraiment très très loin dans ma tête. C'est qu'après, c'est quelques années plus tard, où je me suis dit, ouais, quand même, commence à y avoir des sacrés montants d'épargne dessus. Il faut commencer à réfléchir sur, OK, qu'est-ce qui se passe concrètement si je le sors et voilà, comment ça fonctionne. C'est bien le but de ce type de soirée, justement, de partager ces expériences et vers d'autres qui n'ont pas forcément encore ou qui jouent depuis le début de l'année et qui voilà, vous devrez vous poser des questions pour l'année prochaine. Est-ce qu'on peut, on parlait des services, bon là il y en a deux apparemment, Walsio, Coconut, ça c'est en mode un peu automatisé. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le process? Ça fonctionne comment ces outils-là? On leur donne vos numéros de wallet, c'est des mails, ils vont scraper tout ce que vous avez fait sur les exchanges, ça marche comment? En fait, les deux sont assez similaires. Donc, pour raconter comment fonctionne Walsio, on s'inscrit, donc il y a quand même un rapprochement avec l'email. Une fois qu'on s'est inscrit, il va te proposer tout un tas de solutions en fait, pour agréger tes données, des tableaux Excel bien sûr, mais aussi des API, donc connexion avec les exchanges et les portefeuilles aussi. Les wallets sont concernés en soi. Enfin, en gros, tous les wallets, plutôt tous les portefeuilles où on va pouvoir acheter de la crypto, qu'on soit clair. Où il y a un acte d'achat et un acte de vente possible. Du coup. Une fois que c'est fait, si on souhaite utiliser le produit, du coup, il faut connecter tous les outils que vous avez utilisés l'année dernière. Et c'est là où ça peut être fastidieux aussi. J'en ai essayé une bonne trentaine. Donc bon, voilà.
c'était rigolo. Mais par contre, ils en ont quand même beaucoup. Hein, donc, faut vraiment y aller pour pas qu'ils aient l'outil que vous avez utilisé l'année d'avant. Et puis, une fois que vous avez tout rassemblé, ça part du principe que tu te souviens tous les usages que tu as eu. Parce qu'en fait, l'outil, oui. finalement, ce que je comprends, c'est pas non plus magique. L'outil va agréger tout ce que tu as fait, mais en fait, si tu oublies de lui donner certains points d'entrée, c'est mort, il ne les trouvera pas. Eh ben, c'est ça. Mais toujours la même chose, on pourra dire, bah oui, c'est de ma faute, effectivement, j'y suis allé corps et âme avant de me renseigner, tout à fait. Et là, mais lui, il n'est capable finalement que d'agréger d'ailleurs des données d'exchange qu'il connaît. Hein. C'est-à-dire que s'il ne le connaît pas, il n'est pas forcément, enfin, c'est encore plus difficile, il va falloir ajouter les données à la main, ou bah, voilà, il y a tout un bricolage à faire éventuellement. Mais on imagine que vous avez que des sources que Walsio connaît, il y en a beaucoup. En fait, il y a comment on va dire, un scan semi-automatique qui va vous dire combien d'opérations sont comptées en tout sur l'année fiscale. À partir de ces opérations-là, il va vous dire combien vous payez. C'est-à-dire, en fait, il y a une tarification sur les 1000, 10 000, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un certain nombre de paliers en fait entre particuliers et professionnels, on va dire de la crypto, et voilà, et il grandit comme ça selon le nombre d'opérations. Et donc à partir de ça, il vous génère, si vous payez, ce qui est normal, il vous génère finalement un reçu fiscal. Alors attention, un reçu fiscal où il ne s'engage pas sur les données. Hein. Donc c'est juste, c'est un reçu, voilà, c'est une consultation, il vous offre un document. Et ce document est découpé en 3. Il y a une annexe de déclaration qui contient en fait le tableau de cession qu'il faut recopier en fait sur les impôts. Une fiche de stock où il y a toutes vos cryptos par nom de crypto, et un grand livre qui lui constitue toutes les opérations qui sont mises à la suite. Toutes les opérations dont Walsio a connaissance. C'est ce que disait Damien, ça veut dire que si vous oubliez malheureusement un exchange, vous faites un défaut de déclaration, du coup, j'imagine. Enfin, voilà, il y a un risque qui est fait d'oublier. Ah oui, en début 2021, j'étais sur Coinbase et en fait, j'ai oublié de le déclarer. Voilà, ça, c'est possible en soi. Finalement, la bonne pratique, parce qu'en fait, finalement, si on fait le parallèle avec le monde fiat, où en fait, finalement, pourquoi c'est un peu plus compliqué dans l'écosystème crypto? Dans le monde fiat habituel, on a un compte bancaire, éventuellement 2, éventuellement 3. Évidemment, on n'a que 3 sources d'information, tout se passe sur ces 3 sources-là. Là, au côté crypto, on a une multiplication des sources, et pour le coup, c'est là peut-être un conseil pour ce soir, notez bien, indépendamment de ces outils-là, notez finalement toutes vos sources avec lesquels vous travaillez sur des cryptos, sachant que là, en crypto, c'est l'explosion du nombre d'outils. Et c'est là le problème. Chaque wallet qu'on a mis dans un coin, sur une blockchain particulière, qu'on a converti via Uniswap ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, il faut retrouver toutes ces traces, quoi. Et les garder. Si on ne le fait pas au fur et à mesure, j'imagine que c'est compliqué. C'est vrai que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Hein. Traquer au moins les plateformes, à défaut de faire des trucs très précis, c'est au moins traquer les plateformes pour vous préparer demain à savoir ce que vous déclarez. Et si vous ne déclarez pas quelque chose, vous saurez que vous ne l'avez pas déclaré et donc vous pouvez vous rattraper. Quoi. Parce que, voilà, là, pour le coup, l'oubli est humain, donc il y a le droit à l'erreur, bien sûr, mais ça dépend les montants. Si vous avez oublié 50 000 euros, bien sûr, ce ne sera pas la même chose que si c'est 100 euros. Voilà, la plateforme. Ce qui est peut-être l'occasion, parce que je jetais un coup d'œil sur le chat, de prendre quelques questions. Et il y a eu quelques discussions finalement sur les risques associés. Alors, est-ce qu'il faut que je déclare pas? Là, ça pas trop vis-à-vis des comptes à l'étranger. Donc maintenant, la règle est assez claire depuis quelques années. Oui, il faut déclarer vos comptes à l'étranger, même si vous n'avez rien dessus, même entre guillemets 1 euro. C'est quoi les risques réels derrière? Enfin, je veux dire, réels au sens… voilà, enfin, si de toute façon, il n'y a pas l'État, qu'est-ce qu'il veut? Il veut récupérer de l'argent. Donc, en fait, si vous n'avez pas d'argent dessus, bon, honnêtement, vous exposez à peu de risques. Si vous en avez beaucoup, oui, si un jour vous avez un contrôle, c'est possible que vous ayez des problèmes. Maintenant, c'est comme d'habitude une gestion de risque. Hein, il y en a qui tentent et puis ça passe, quoi. Puis il y en a qui tentent puis ça passe pas. Donc là-dessus, voilà, chacun fait. Il y a une stratégie fiscale, il y a des stratégies de risque, je pense, par rapport à ça. Et pour zoomer, donc il y avait d'autres questions qui étaient les moyens finalement de contrôle et de détection peut-être de la fraude qu'il pourrait y avoir de la part des contribuables. Donc, je voyais passer des outils comme TrackFin ou ce genre de choses. Effectivement, aujourd'hui, les plateformes, en tout cas les exchanges, certains ont l'obligation de déclarer
tous les échanges qu'il y a eu chez eux. Vous avez normalement fait un KYC à l'entrée sur les exchanges et forcément, cette information, elle est transmise à votre pays d'origine. En tout cas, pour la France, cette information qui est reçue. Donc oui, l'État a des moyens, certains moyens de comparer des données qu'il reçoit par des plateformes tierces avec des données que vous avez déclarées. Et peut-être qu'il est possible qu'un jour aussi, la déclaration crypto soit pré-remplie. Ça devrait, ouais, ça, Ce serait le rêve, on hein. peut imaginer. Ce serait assez flippant sur les sources d'informations quand même qui seraient reçues. On Et va en même passer au temps, mot bureau, là, vite fait. Mais bon, enfin moi, j'ai compris globalement, hein, tout simplement, quand une plateforme met en place le KYC, explique qu'elle a des Ouais. accords avec le fisc français, ça veut dire qu'il y a transmission de l'information. Donc, soyez pas… Enfin voilà, vous pouvez être joueur, mais après, il y a des plateformes qui ne transmettent pas. Et là, pour le coup, vous pouvez éventuellement tenter. Mais ça, c'est alors par contre, à votre gestion justement, de risque. petite parenthèse aussi là-dessus, les plateformes, elles ont tout un stockage des données qui est différent. Et aujourd'hui, même si elles transmettaient les données, on va dire, le format n'est pas le même. Il y a autant de formats que de plateformes. Et donc, pour l'instant, ils peuvent savoir, en fait, effectivement, ils peuvent savoir si on a mis de l'argent dessus, si on a sorti de l'argent. Mais alors, ce qui se passe entre les deux, je pense que même l'État français ne sait pas, en fait, tous les trades qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller chercher indépendamment un cas particulier, mais globalement, la source la plus fiable, c'est ce qui est rentré, ce qui est sorti. Le reste, c'est très, très complexe et ça change pour chaque plateforme. Et alors là, ouais. Walsio, ils en parlaient dans leur développement, qu'ils avaient beaucoup de mal à adapter à toutes les plateformes, en fait, les clés API, etc., pour pouvoir aller tirer les informations qui sont stockées un peu. Autre conseil que je vois sur le chat, c'est de partir à l'étranger, dans des pays plus compatibles fiscalement peut-être avec certaines aspirations. Voilà, c'est pourquoi pas. Apparemment, le Portugal, oui, c'est ça, c'est connu pour être une certaine, comment dire, un certain paradis dans certains domaines autour des cryptos. On a parlé de Walsio, donc le process côté Coconut, Elisabeth. Par rapport à ce qu'a décrit Yann tout à l'heure, ça ressemble au gouvernement donne des clés, Ouais. C'est plus ou moins pareil, hein. On connecte ses comptes d'application. Alors, sachant que sur Coconut, c'est une plateforme qui est assez récente. Donc, il y a, à mon sens, par exemple, je suis sur Uphold et sur Uphold, je ne peux pas le connecter. Mais après, moi, j'ai trouvé les plateformes que j'utilise le plus. Alors après, pour Uphold, en l'occurrence, j'ai la chance de ne pas avoir fait de transfert en fiat. Donc, au pire, c'est pas très grave. J'ai mon tableau de mon côté. Mais sinon, c'est pareil, en fait. Donc, ça compile nos données et ça nous permet d'avoir un listing de toutes les opérations et ensuite de sélectionner les opérations dont on veut tenir compte selon qu'on ait un profil occasionnel ou professionnel. Comme disait Hélène tout à l'heure, après, il faut voir si on est bien qualifié en occasionnel ou en professionnel. Mais voilà. On voit donc du coup, finalement, se pose la question du ROI de ce type d'outil, parce qu'en fait, tu dis donc l'outil en pratique pourrait t'aider. Après, il y a des wallets qu'il n'est pas capable de gérer. On voit qu'il y a peut-être des limites sur la prise en compte de certaines opérations. Après, ça dépend de chaque plateforme. Est-ce que finalement, donc là, la déclaration, elle est ouverte là, depuis tout à l'heure. Comptes-tu reproduire cette année ce que tu avais fait l'année dernière ou tu as prévu de faire évoluer ta stratégie, hein? Alors, moi, je réutiliserai l'outil parce que c'est le plus accessible que j'ai trouvé en termes de prix, dans le sens où moi, étant donné que je ne suis pas une grosse investisseuse et que je ne retire pas mes plus-values, je n'avais pas envie de payer, je ne sais pas moi, 100 € ou 200 € de forfait, en fait, pour déclarer, en plus pour déclarer, quoi, tu vois, pour qu'on prenne 30% de mes gains, quoi. Donc, finalement, j'avais pas gagné. Mais du coup, non, moi, je réutiliserai complètement l'outil parce que finalement, c'est surtout un coup à prendre, j'ai trouvé. J'ai trouvé que de base, c'était pas forcément simple à appréhender, mais je mets aussi ça sur le compte du fait que c'est ma première déclaration, donc j'avais pas forcément toutes les infos réglementaires, etc. J'ai dû chercher un peu et me former un peu. Mais une fois que j'ai compris ce qui rentrait dans quelle case, quel mot-clé était utilisé pour quelle opération et quelle session était imposable, en fait, c'était quand même plutôt simple à utiliser. Mais par contre, vraiment, ça m'a au moins pris une demi-journée pour me familiariser avec le truc et vraiment comprendre
les subtilités quoi, d'utilisation. Mais vraiment, oui, je le réutiliserai parce que maintenant, déjà, je suis formée là-dessus, donc ça m'embêterait de changer. Et puis en plus, en fait, ça fait le taf, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu reçois ton document, là, tu reçois un tableau Excel, en fait, une fois que tu as tout rempli les opérations, tu reçois ton document Excel avec 4 onglets, un onglet instruction et 3 autres onglets avec chaque fois qui correspond à une section de la déclaration, finalement. Donc, c'est assez clair. Et puis, tu as le numéro des lignes, etc. Donc, finalement, moi, j'ai moins perdu de temps à remplir la déclaration qu'à trouver comment déclarer quoi, en fait. Oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, tu as répondu à une question de quelqu'un qui était dans le chat, qui était Super, globalement avec ces outils, à la fin, on a quoi? On a quoi? Donc, tu as dit, ouais, tu as Yann un parlait tableau d'un avec… reçu, voilà, en fait, ouais. un groupement de Tu as toutes un les tableau transactions. Excel, en fait, avec toutes tes transactions que tu déclares selon le formulaire. Donc, tu as 3 onglets différents. Et ça prend aussi en compte, par exemple, tu sais, ton cashback et des choses comme ça les compte aussi dans les revenus, ce qui est vachement intéressant aussi pour le coup, parce que c'est un des points sur lesquels j'étais un peu frileuse et pour lesquels je m'apprêtais à vérifier vraiment si ça avait été pris en compte. Alors après, il y a des questions d'experts qui passent sur le chat. Je vois des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs années, on n'était pas en règle avec la réglementation. Peut-être pour préciser, en fait, la loi, elle évolue chaque année et quand on fait une déclaration, on est basé sur l'année N-1 et puis sur la loi qui est en cours. Donc là, par rapport à des questions très spécifiques, là-dessus, il faut poser la question aux impôts, Sébastien. Là, je pense à la question, qu'est-ce qui se passe sur 2017? Bon, en 2017, la loi était différente. Clairement, évidemment, les règles du jeu n'étaient pas les mêmes. Maintenant, si vous avez oublié de déclarer des choses à l'époque, bon, après, il peut y avoir des délais qui courent par rapport à ça. Après, s'il y avait des millions d'euros déclarés en 2017, il y a peut-être des questions à se poser. Si c'est des centaines, l'État a autre chose à faire. Il ne faut pas non plus que la traque de la fraude lui coûte plus cher que ce que ça lui rapporte. Donc, il faut aussi balancer ses risques en permanence, peut-être par rapport à ces questions. Côté Walsio, j'imagine qu'on a les mêmes types de… Ça a l'air, je dis bien ça a l'air, là je ne maîtrise pas encore, c'est la première année que je l'utilise, ça a l'air plus orienté quand même pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de la liasse fiscale, pas vraiment une liasse fiscale, enfin l'ensemble de documents qu'ils nous fournissent ont l'air quand même plus adaptés. Donc j'ai l'impression qu'en fait, pour Walsio, il fait son calcul, il mouline tout, et puis il nous sort un chiffre. Donc moi, j'ai un chiffre total, et puis il me dit, voilà, ça c'est votre plus-value. Mais je ne sais pas si c'est une plus-value qui est du coup tirée des stacking, qui est tirée juste du fait qu'une des cryptos a monté, etc., etc. Donc, petit flou, je ne sais pas si c'est mon usage. Alors là, du coup, à revérifier avec l'équipe de Walsio, il faudra leur poser la question. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un usage particulier en ne cochant pas quelque chose au départ. A priori, on ne me l'a pas demandé non plus. Voilà, il y a une phase en plus sur Walsio, c'est que s'il n'arrive pas à trouver, comment on appelle ça? En gros, s'il a une entrée, une sortie qui ne correspondent pas, il va vous demander à chaque fois de justifier chaque entrée-sortie en précisant qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, il trouve une incohérence, il va vous demander en fait de consolider en fait votre document en vérifiant, en supprimant, en filtrant certaines données. Alors là où je veux en venir, ne pensez pas que ça va être instantané. C'est-à-dire que Walsio aujourd'hui, il peut y avoir des centaines, voire plus, ça dépend combien vous avez fait de sessions justement, enfin de sessions et même de transferts en général. Il peut y avoir des centaines de transferts à analyser à la main quand même encore pour aller vérifier que peut-être vous n'avez pas fait un échange qui ne correspond pas ou des choses comme ça. Donc ça peut rester laborieux si vous avez énormément d'échanges pour aller détecter qu'est-ce qui est fiscalisable ou pas. Sachant que si vous n'arrivez pas à justifier chaque mouvement, en fait, du coup, Walsio se désengage et dit attention, peut-être que votre résultat fiscal sera erroné. Voilà, petite chose qu'a priori on n'aurait pas retrouvé sur Coconut, mais bon,
Là, ce serait ajusté. On vous fera peut-être un retour d'expérience à déclaration plus 7. On a commencé à les déclarer. Moi, je l'ai fait la première journée. Maintenant, je vais relire. Je vais voir si, OK, est-ce que c'est cohérent ou pas, notamment pour les petites choses, pour les petites sommes comme les stacking. En fait, tu n'as pas confiance finalement dans l'efficacité de l'outil. Pas dans mon cas où j'ai fait n'importe quoi aussi dans l'année 2020 en termes de nom d'outils, justement. Après, pour les sommes engagées, franchement, je dors tranquille. Hein. Les sommes engagées en stacking, c'est pas parce qu'il va y avoir 60 € en stacking sur 2020 que voilà. Mais par contre, pour consolider dans le temps, c'est-à-dire pour recommencer l'année prochaine, j'aimerais bien quelque chose de plus précis. Donc là, je vais me renseigner pour savoir comment faire mieux en fait l'année prochaine. Intéressant. Après, il faut juste rassurer, enfin, ça va paraître horrible ce que je vais dire, mais en fait, si on s'est trompé, si on a fraudé, le seul risque, c'est de devoir payer de l'argent. Oui. Je voudrais juste ramener, l'argent c'est important, c'est pas non plus, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à la porte avec un pistolet qui va venir vous liquider parce que vous êtes trompé dans votre déclaration d'impôt. Si vous justifiez en plus, voilà, il peut y avoir quand même des fois des possibilités de négocier ou de justifier qu'on était dans une situation où on n'a pas maîtrisé trop ce qu'on faisait. Voilà, le droit à l'erreur, après, une fois, hein, mais pas tous les ans non plus. Mais pour le coup, ça permet de relativiser non plus aussi le droit à l'erreur, exactement comme quelqu'un l'écrit. Et donc, parce que ça reste très, très compliqué. Mais du coup, si c'est compliqué pour nous, si c'est compliqué pour les outils spécialisés, c'est aussi compliqué pour l'État. Et donc, pour les impôts aussi à calculer. Donc, parce que du coup, si tu dis, excuse-moi, alors je vais juste au bout, si tu dis, j'ai pas trop confiance dans l'outil, je suis obligé de faire des contrôles à la main, il reste quoi finalement à ces outils? Parce que Elisabeth, tu as dit un peu la même chose, tu as dit, bon, l'outil me fait un truc, mais je suis obligé de faire des choses à la main quand même. Moi, je pense que ça m'a quand même permis d'avoir un cadre parce que je n'avais aucune idée de ce que je devais déclarer et que là, je me suis retrouvée avec peu de lignes finalement à vérifier. Bon, en vrai, j'avais quand même des opérations à regarder. Mais c'est-à-dire que déjà, tu ne regardes pas forcément les crypto vers crypto quand tu as compris que ce n'est pas imposable. Donc déjà, ça, tu ne regardes pas vraiment. Et en fait, au final, il te reste à regarder que certains trucs où tu dis, là, peut-être il n'a pas pris en compte. Enfin, moi, en gros, ce que j'ai dû revérifier, ce n'était pas les chiffres déjà. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très rébarbatif pour moi. Donc, j'étais déjà bien contente de ne pas devoir recopier les chiffres à la main. Ce que j'ai surtout dû revérifier, par exemple, c'est la source des cryptos qui arrivaient ou le fiat qui passait, en fait. Et regarder si, effectivement, ça correspondait à ce que j'avais fait et si je me rappelais. Bon, il y a des trucs que tu t'en rappelles pas. Hein. Mais après, encore une fois, c'est aussi question de voir un peu quel risque il y a, quelle somme est engagée, qu'est-ce qu'il est probable que tu aies fait avec cette crypto-là ou avec cet argent-là. Et finalement, ça te sauve quand même pas mal de temps dans la mesure où tu as déjà tout qui est rentré et tu as juste à checker en fait, que tout correspond. Et moi, la majorité des trucs, je vais quand même pas te mentir, la majorité des trucs correspondaient vachement. Il y a eu quelques couacs sur les échanges entre les échanges en fait. C'est là où moi j'ai retrouvé plutôt quand même des erreurs. Par exemple, tu gagnes, je ne sais pas, X tokens sur Brave et tu veux les renvoyer sur crypto. Cet échange-là, il ne le comprend pas, alors il te met comme si on t'avait payé, si quelqu'un t'avait envoyé de l'argent en fait, alors que ça ne compte pas comme un envoi, en fait, ça compte comme rien, comme une distribution, comme un earn en fait. Enfin, moi en tout cas, je l'ai considéré comme ça. Mais tu vois, c'est minime par rapport au travail que ça t'aurait fait de tout recopier à un petit tableau Excel toute l'année. Parce que moi, comme je disais, je n'avais pas vraiment de tableau Excel avant de me rendre compte que Uphold n'était pas pris dans Coconut. Je n'avais pas de tableau avec, j'ai investi autant. Enfin, si, je l'ai fait à la main sur un carnet, mais je n'avais pas un truc hyper optimisé sur Excel pour déclarer, tu vois. Donc, vraiment, moi, ça m'a permis d'épargner du temps. Et comme je te dis, moi, j'avais un peu peur aussi de cette déclaration. Et donc, c'est venu un peu aussi mettre un petit pansement sur cette peur que j'avais. Parce que, tu sais, quand tu ne connais pas, enfin, moi, en tout cas, quand je ne connais pas, je m'imagine tout de suite que le fisc va arriver, va me réclamer 500 000 € et va me dire, voilà. Oh là là, vous n'avez pas déclaré 100 balles de plus-value, vous imaginez pas, c'est très grave, on va vous saisir votre appartement, quoi. Et donc, ça a permis de mettre un pansement là-dessus. Et même si maintenant, j'ai complètement relativisé les risques qu'il y a et que si le fisc arrive et me dit « Ah cette ligne-là, il fallait la déclarer », je vais dire « Excusez-moi, je n'avais pas compris. Moi, j'ai utilisé un outil et puis voilà. » Je pensais pouvoir lui faire confiance.
je le ferai plus, promis. Eh bien, n'empêche que je le réutiliserai quand même parce que vraiment, ça me donne l'impression de faire aussi le truc bien, tu vois, de faire le truc sérieusement et d'être dans les règles, en fait. Là, moi, j'ai clôturé ma déclaration et j'ai l'impression de l'avoir bien faite. Donc, voilà. Donc, c'est la logique je finis juste après, tu peux poser des questions. C'est la logique de finalement, ces outils servent finalement un peu de pédagogique à guider, quitte à côté à faire à côté et se dire, bah, tiens, lui et moi, j'aboutis au même calcul, c'est globalement, ça ne doit pas être trop faux. C'est pas forcément totalement juste, mais ça ne doit pas être trop faux. Donc, finalement, ce sont des aides, pour certaines, pas trop à des prix assez modérés. Pour le prix, dernière chose, pour ajouter, parce que c'est ce que tu dis, Elisa, je reconnais là aussi beaucoup là-dedans, c'est Walsio, mais même les deux, hein, même en termes de tarification, ça peut paraître impressionnant, mais si on s'en sert, c'est qu'on a fait des gains. Enfin, c'est quand même qu'on a eu des sommes en jeu plutôt. Voilà. Si vous avez eu des sommes en jeu et que vous avez fait des grosses pertes, bon, bah, de toute façon, vous allez déclarer vos pertes. Si vous vous trompez dans la déclaration de vos pertes, vous allez quand même avoir des pertes. Vous voyez ce que je veux dire dans la tendance. Si vous avez eu des gros gains, normalement, vous avez quand même de quoi, j'espère, vous payer l'outil pour l'année fiscale en cours et pour pouvoir justement gagner du temps. Même si ça se trouve, l'année prochaine, vous n'aurez peut-être pas besoin de l'outil. Ça dépend parce que peut-être que vous aurez une stratégie justement qui sera plus facile à traquer ou où vous serez habitué. Et voilà, j'ai ressenti en tout cas comme Lisa le fait que ça m'a rassuré sur la façon dont c'est fait. Un peu moins sur les sessions, hein, parce que du coup, voilà, j'en ai 57 des sessions en 2020. J'ai l'impression que c'est énorme à déclarer. Alors que c'est des pacotilles, mais c'est très long. C'est très long à faire. Vas-y, Laure. Ma question, elle est très simple en fait. Les actifs on-chain, parce que tout ce que je comprends, c'est sur des exchanges et des wallets. Mais si on a des actifs sur la chaîne, moi, littéralement, quand j'ai rempli mon 3916B, j'ai écrit à la main, excusez-moi, je n'ai pas compris comment déclarer les Ethers que j'ai sur la chaîne Ethereum. J'ai pas la moindre idée. Donc, est-ce que vous avez des idées? Et Hélène, et Christian aussi, est-ce que vous pouvez, donc Christian Bochereau, qui est aussi expert comptable et qui était en début de soirée dans le chat, si vous voulez nous aider, parce que ça, c'est pas clair du tout. Alors, aucune idée. Enfin, là, comme ça, aucune idée. Mais après, d'un autre côté, si on suit la logique de si c'est pas sorti en fiat, tu déclares pas. Est-ce que tu dois déclarer? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, c'était mon intervention super utile. Non, mais a priori, selon la logique générale, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de toute façon, on-chain, tu n'auras pas de session. Donc, pour l'instant, c'est comme si tu gardais ça un peu sous ton matelas et que tant que tu ne l'as pas rapatrié sur un… Je vois pas. Par contre, pour le calcul de la plus-value, tu vas t'amuser. S'il y a une obligation de déclarer des comptes, est-ce que la chaîne elle-même est comme un compte? Non, quoi, ça rentre dans aucune case. Aujourd'hui, a priori, non. En tout cas, j'ai peur que c'était le cas. Mais c'est vrai que ça peut paraître… Si j'achète une Tesla avec mes Ethers qui sont sur la chaîne, je déclare j'ai une Tesla. Voilà. Non, mais tu déclares que tu as acheté. Oui, voilà, tu déclares ta cession à ce moment-là. Mais on verra. Par rapport à quoi? Puisque je n'avais pas pu déclarer le compte, en fait. Donc, je fais apparaître. Oui, mais ça, c'est pas grave. Je ne pense pas que ce soit connecté. Honnêtement, je ne pense pas que ces trucs-là aillent ensemble, en fait. Tu dois déclarer les comptes que tu as. Mais dans la mesure où tu achètes une Tesla, je veux dire, moi, si j'ai dit que j'avais un compte sur CDC, j'ai dit que j'avais un compte sur Uphold, mais en vrai, ils ne savent pas ce que j'ai. Si mes bitcoins ils sont sur Uphold ou s'ils sont sur CDC, je ne leur ai pas dit, tu vois. Donc, ils ne le savent pas. Donc, pareil avec tes Ethereum, si tu achètes ta Tesla avec tes Ethereum que tu as de la blockchain, eux, ils peuvent pas savoir d'où vient le fiat, quoi, tu vois. Après, je sais pas, là, franchement, j'y vais comme ça. Hein, mais… merci, mais je ne sais pas, toutes les réponses bienvenues parce que c'est sincère. Alors là, on est sur des cas aux limites, parce qu'en fait, là, du coup, attention, parce que
là, en fait, on parle de cas théorique, plus de cas pratique, parce que malheureusement, personne d'entre nous n'a acheté une Tesla récemment. Si bon quelqu'un l'a fait, c'est en 2021. Si, Et donc, ça ne concerne pas la déclaration 2020. Et pour le coup, ce sera le problème de l'année prochaine. Et pour le coup, d'ici là, peut-être que l'État réfléchit à des nouveaux controles et de nouvelles informations à donner. Excellent. Hélène est réapparue, donc je pense qu'elle veut intervenir. SOS. Oui, pour la Tesla, en fait, il y a eu la réponse. Donc, en fait, il y a bien un fait générateur à ce moment-là, hein, puisque on est passé, on n'a pas pris des cryptos pour d'autres cryptos, on a pris des cryptos pour une Tesla. Je voulais juste attirer juste un point d'attention qui me paraît important, c'est que si on ne sait pas justifier de la valeur d'achat de l'époque, on va prendre la valeur, donc on va prendre le cours quand j'achète la Tesla, et ma plus-value, elle va être calculée par ce cours-là, moins 0. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut justifier de la valeur. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, une plus-value, en fait, c'est toujours combien j'ai acheté avant et combien j'ai vendu. C'est la différence. Donc, je voulais juste intervenir parce que ça, c'est super important parce que, bon, on se dit, ils n'ont pas de traces, etc. Oui, mais quand ça va sortir, si on ne justifie pas à combien on l'a acheté, on l'a acheté à 0 et on prend plein pot. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Concrètement, on achète 30% plus cher que si on l'achetait en fiat, en fait, du coup. Tout à fait. Okay. Oui, par l'imposition qui vient se rajouter. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, au final, si on l'achète dans un pays qui n'a pas de TVA, on en revient presque à une voiture Tesla achetée en France. C'est un autre problème, mais voilà. Je voulais juste dire qu'on part de 0 si on ne peut pas justifier, donc il faut faire attention à ces mécanismes parce que tout est… À un moment, il y a un formalisme qui paraît effectivement… on se dit, bon, personne ne verra rien, oui, mais le jour où ça bougera, si on ne peut pas reconstituer, on est face à un problème plus important. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, du coup, on note l'information pour l'année prochaine, pour ceux qui achètent des Tesla cette année, et que pour le coup, voilà, soyez capables de justifier tout pour l'année prochaine. Merci. Merci Hélène. Et du coup, il y avait une autre question, on va y revenir, mais Hélène, si vous pouvez rester dans le coin, parce qu'il y avait une remarque sur la partie NFT tout à l'heure, on y reviendra. Sur d'autres actifs que simplement les actifs fongibles. Tu voulais rebondir, Yann? Ouais, j'allais juste dire, ça m'est arrivé fin 2020 d'acheter un téléphone portable par le biais d'Ether, je crois. Enfin, peu importe, parce que ça a été converti après par le vendeur, mais bon, peu importe. Et du coup, effectivement, dans mon calcul final, ça a bien été compté comme une sortie, et donc cession. Et donc, il a repris le prix de mon Ether de base, il a fait son calcul et il a sorti la tarification. Donc là, dans mes impôts de cette année, j'ai bien cette mention qui apparaît. Mais là, c'est un cas facile dans le sens où, en tout cas, les cryptos, elles avaient bien été identifiées à l'achat avant, par contre. Ça veut dire finalement, si on résume là le sujet, si on achète en crypto un bien matériel qui du coup a une valeur, ça veut dire que finalement on doit retrouver quelque part la trace dans les transactions, qu'on a fait une transaction avec un marchand, certes crypto vers crypto, mais qui en fait était un marchand et pas un transfert de juste un exchange, et qui du coup équivaut à une sortie, donc un fait générateur, comme on disait. Et donc ça veut dire que l'outil type Walsio Coconut est capable d'identifier que le destinataire était un marchand pour pouvoir finalement faire sortir cette transaction du lot. Ça dénote la complexité de ce type de plateforme. Mais c'est ça qui est assez décourageant, parce qu'on commence à comprendre une logique. Enfin, je trouve qu'à justement, à force de s'y intéresser, on commence à comprendre une logique qui prend forme, hein, voilà, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Mais quand on voit ce qu'il faudrait faire pour pouvoir être capable justement de ne pas déclarer à 0, etc., et d'avoir bien le bon tarif, ça peut être décourageant de l'utiliser, ce qui est dommage, parce que c'est exactement l'inverse dont on a besoin, c'est de pouvoir le tester pour se faire une idée de comment ça fonctionne. Totalement, et puis ça rejoint ce que je disais par rapport au fait que quand tu achètes des trucs en crypto, c'est peut-être bien de noter la date à laquelle tu l'as acheté et la monnaie et le cours, enfin avoir des traces en fait de ce que tu achètes. Et là, je remets un point de vigilance, faites gaffe avec les visas crypto, parce que pour le coup, les visas crypto, je veux dire, qui prennent de la crypto et qui
la transforme en chose. Parce que pour le coup, c'est typiquement ce genre de transaction-là, et c'est ce genre de transaction-là auquel, à mon sens, il faut être averti qu'il faut avoir une trace, quoi, pour être sûr d'être dans les bons calculs et dans les bonnes valeurs au moment où on utilise ce genre d'outil. Ça veut dire qu'aussi, ils sont dans cette réflexion, les plateformes qui permettent d'acheter des cartes cadeaux. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais, ouais. Sauf si elle n'a pas de KIC, hein, comme profil. Oui, alors après, c'est cette logique de, après on se dit, ça échappe, parce que comme il n'y a pas de KYC, personne ne le voit. Non, mais en dessous d'un certain montant, en fait, ça reste dans la logique. En dessous d'un certain montant, c'est OK. Et au-dessus d'un certain montant, ils ont une KIC comme tout le monde. En fait, ça reste dans cette logique-là. Par contre, en peer-to-peer, du coup, je ne sais pas. Si j'envoie de la crypto à Damien, pareil, jusqu'à un certain montant, c'est juste une donation, j'imagine. Mais si je lui donne un bitcoin et qu'en fait, il y a quelques années plus tard, ça vaut 50 000 €, je ne sais pas trop ce qui se passe. Pareil, si c'est une donation comme ça, ponctuelle. Ouais, mais là, par contre, je pense que c'est très… Enfin, moi, je n'ai pas la réponse pour le coup, et je sais que sur Coconut, tu peux marquer que c'est un envoi de crypto. Mais après, comment ça va être imposé parce que j'imagine que quand tu mets que c'est un envoi, du coup, tu es taxé dessus, alors que c'est un don. Donc, alors là, c'est là aussi peut-être où on touche les limites des outils qu'on a utilisés, tu vois, pour le coup. Ouais, oui, complètement. Il n'est pas capable de vous dire ce que c'est, donc c'est à vous de savoir, peut-être d'avoir un document comme quoi vous avez envoyé tant de bitcoin à Damien à telle date. Et là encore, faudrait à la limite, en fait, il faudrait archiver un peu à l'ancienne, comme quand on avait les tickets de caisse de chaque. Alors en fait, il faut tracer tout ce qu'on fait sur des systèmes où justement on voulait qu'il n'y ait pas trop de traçabilité. C'est ça. Ou à l'inverse, il y a déjà une traçabilité, parce que le bitcoin, à la limite, on pourrait se dire ça a été tracé. Et c'est presque dommage qu'à la limite, ce ne soit pas fiscalisé automatiquement puisque ça a été tracé. Enfin, bon. Mais ouais. Oui, il dérive du système. Je notais quelques remarques en parallèle sur le chat. Alors, on est désolé, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, qui sont vraiment trop précises. Non, mais comme on ne peut pas donner spécialement de conseils précis, on ne peut pas. Voilà, typiquement, la question sur est-ce qu'on peut créer une entreprise pour peut-être, j'imagine, l'idée, c'est pas de simplifier, mais peut-être de dissimuler des choses. Voilà, là, on ne peut pas répondre à cette question-là. Par contre, vis-à-vis oui, il y a des technologies qui font que de toute façon, la traçabilité est compliquée pour un éventuel contrôle. Donc, tout ce qui va être fait sur Lightning Network, par construction, évidemment, ça va être compliqué en termes de… Ce qui est compliqué, globalement, ce qui est compliqué pour nous, en tant que cryptonautes, ça l'est aussi pour l'État, voire plus, parce qu'en plus, il n'a pas les infos de nos comptes bancaires, nos comptes de wallet, etc. Donc, oui, la technologie aura toujours une longueur d'avance. Après, voilà. Encore une fois, c'est une question de somme. Et si vous avez des grosses sommes que vous essayez de cacher, l'État pourrait aussi mettre en place les moyens pour essayer de vous attraper. Hein. Voilà. Si c'est pour 1 000 €, il n'y a pas forcément trop de discussion. Des centaines de milliers, c'est autre chose, à mon avis. Et dernière point. Pardon. Ouais, non, j'allais dire, tu as la question du pro qui revient beaucoup et qu'on pourrait aborder. Oui, tout à fait. Mais ouais, très bien, ouais. Tout à fait. Des comptes où tu te dis, typiquement ton usage qui est un peu pro et perso. Complètement, ouais. Comment tu fais du coup, Yann, pour gérer ces deux contextes? Moi, je suis dans une année un peu charnière justement, et on va enchaîner sur les entreprises. Je suis dans une année où, à la base, en 2020, moi, j'investissais en tant que particulier, donc pour tester des choses, etc. Ok. Et je suis dans une année où je me pose la question de le déclarer en micro-entreprise. Enfin, pour 2021, plutôt, je me pose la question de l'insérer dans la micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'achats qui finalement sont des achats professionnels, soit de logiciels. Pourquoi pas de temps demain, si on a envie de payer un autre freelance en Bitcoin, ce serait possible. Je pense de plus en plus, si les montants augmentent ou si l'usage augmente, je pense de plus en plus à le professionnaliser et à l'intégrer dans mon résultat finalement global pro, et donc d'aller vers les régimes pro. On en reparlera tout à l'heure, j'ai vu passer le document là sur le Slack. On en reparlera des différents régimes qui permettent d'être fiscalisé en tant que professionnel. Ça pose quand même pas mal de questions sur comment on fait le transfert, à quel moment on se dit tiens, ça passe sur le pro ou pas. On a quelques éléments de réponse. C'était la sophistication des moyens. Est-ce que vous avez des robots de trading
les montants. Est-ce que vous avez quelques centaines d'euros ou est-ce que c'est quelques milliers par mois? A priori, le nombre d'opérations, je vous dis avec des grands guillemets, le nombre d'opérations, ce ne serait pas forcément l'indicateur clé. Ce serait vraiment plutôt le nombre de sessions et les montants des sessions. Bon, et tout ça, pour l'instant, on est un peu… là, pour le coup, c'est pareil, on est un peu en exploratoire. À quel moment à quel montant vous devez passer en professionnel? Est-ce que c'est 5 000 euros? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 100? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'au bout d'un moment, quand ça va être… quand on utilise des systèmes automatisés, quand on commence à avoir des stratégies d'épargne assez évoluées, etc., ça peut être intéressant de passer aussi en capital d'entreprise pour pouvoir aussi, justement, pour le coup, vraiment traquer toutes les sessions et les traquer et surtout les imposer en BNC ou l'autre que j'oublie tout le temps et on en parlera avec Rachel, je pense, tout à l'heure. En BIC, oui, c'est ça. BIC, oui. Oui, du coup, Hélène a répondu indirectement à une de tes… une des questions qui était un peu sur le chat, qui était l'intérêt d'éventuellement créer une société pour pouvoir gérer les actifs. Et dans ce que dit Hélène, que je comprends avec mes mots de profane, hein, ça dépend un peu des situations. Parce qu'il y a aussi des coûts inhérents, je pense, à la gestion d'une entreprise. Et pour le coup, ces coûts, voilà, peut-être que ça ne va pas forcément être très intéressant, sachant qu'à côté, il y a un aspect de simplicité avec la taxe à 30% de base. Sachant qu'un comptable aujourd'hui qui n'est pas formé au Bitcoin ou à n'importe quelle crypto-monnaie vous dira j'en sais rien, on attend l'année prochaine. Hein. J'ai eu la réponse 2-3 fois à Nantes. Hein, donc, Alors ça, c'est la réponse chaque année. Oui, du coup. Oui. On attend l'année prochaine pour voir comment c'était l'année d'avant. Et ça, finalement, c'était la remarque. Et de toute façon, c'est un écosystème extrêmement mouvant qui évolue très vite. Et en même temps aussi des États qui cherchent et qui souhaitent aussi être à la page. Hein, donc avec des évolutions réglementaires qui ne vont pas forcément toujours dans le sens qu'on voudrait. Et donc, voilà, ça fait forcément un écosystème un peu mouvant et c'est un peu compliqué. Hein. Pour répondre à Chotana, il dit de créer une société pour gérer les cryptos. Non, pour moi, j'aimerais bien. Alors, justement, je ne sais pas à quel point c'est intelligent ou pas. J'aimerais bien l'intégrer dans mon entreprise existante en tant que revenu secondaire, en fait, pour ne pas avoir à créer une structure à chaque fois pour quelque chose de supplémentaire. Donc, une SASU ou une URL qui existerait, pour moi, c'est plus intéressant d'en recréer une, plutôt pour limiter, justement pour jouer sur les coûts de gestion. Mais bon, voilà, là, il faudra en discuter. C'est un cas hyper intéressant, mais il faudra en discuter avec Christian, justement, un peu plus longuement. Il y en a qui font du business, là. En fiat, du business en fiat. Il y a un sujet qui est apparu 2-3 fois là dans le chat, qui était au-delà des actifs fongibles, donc les tokens dont on parlait depuis tout à l'heure. Il y a une autre explosion là, début d'année d'actifs qui sont les actifs non fongibles. Voilà, il y a un sacré jeu autour de ça cette année. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Alors, peut-être l'année dernière. Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte particulièrement cette année vis-à-vis de la folie des NFT et peut-être de la valeur associée? J'achète un tweet, je ne sais pas combien de millions de dollars. Je le revends. C'est un NFT. J'achète plus une Tesla, j'achète un bien immatériel, entre guillemets, attention avec mon vocabulaire d'humain. Un NFT, est-ce que, voilà, ça donne quoi? Alors, c'est plus pour l'année prochaine, peut-être, mais les NFT, ça vous inspire quoi? Moi, très honnêtement, ça me fait penser, mais ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser aux cartes Pokémon qu'on s'échangeait quand on était gamin en primaire. Mais après, très honnêtement, aucune idée du tout. Enfin, je comprends très bien le concept d'avoir un truc qui est limité, qui est rare et qui est à soi, comme un collectionneur finalement. Mais moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'acheter un truc immatériel et d'autant plus… c'est un investissement, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses à 1 euro ou 2 euros, c'est des choses assez… c'est de la collection, quoi. Donc, aucune idée de comment ça se déclare, aucune idée Enfin, voilà, moi, j'en ai aucune idée, personnellement. Le cas va se poser peut-être à quelques personnes uniques en France qui ont peut-être investi des milliers, des millions. Je sais qu'on a un grand fan, on a Max de nonfungible.com qui a… Besantia, il a vendu un NFT en 5 minutes
dans un tweet et tout, je ne sais pas combien, mais il fait des beaux trucs. C'est @pesantia sur Twitter. Ouais. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs cette année le business de comment ça fonctionne, de partager avec Cryptomaniac. Je ne sais pas si vous connaissez, qui fait un business assez intéressant autour des NFT. Donc voilà, si tu vous invite à aller voir cryptomaniac.fr, qui vend des belles choses, hein, des œuvres autour de NFT. Et d'ailleurs, on espère peut-être un jour pouvoir avoir un peu son témoignage. Donc du coup, NFT, on ne sait pas trop. Je sais qu'Hélène a dit tout à l'heure que la question avait été posée aux parlementaires, si j'ai bien lu. Donc je pense qu'il y en a qui vont s'arracher les cheveux côté impôt à essayer de comprendre ce que sont des NFT, qu'est-ce que c'est quoi la valeur. Ça va être on peut les plaindre quelque part quand même, parce que s'ils ne sont pas intéressés à ça, ça risque d'être très compliqué. Hein. Ouais, c'est en discussion, c'est une question qui a été posée à un parlementaire, donc c'est à suivre et c'est intéressant justement de le suivre pour notre culture fiscale. Est-ce que, Voilà. est-ce que vous avez un nom de cette personne qu'il faut suivre? Je me souviens plus du député, mais du nom du député, je me souviens plus. Mais on peut télécharger, c'est sur Internet, on le trouve. Hein. D'accord. Voilà. Il ne doit pas y avoir 50 000 non plus. J'essaierai de trouver. Non, ça date d'il y a 4 ou 5 jours seulement. D'accord. J'essaierai de retrouver. Voilà. Bon, j'imagine que la réponse servira surtout pour l'année prochaine, même si ça peut servir cette année. Yann, t'as copié-collé quelque chose avec comme source 21 millions? Ouais, ils ont fait. Donc c'est de l'exploratoire aussi, mais c'est intéressant et c'est assez sourcé. Donc on peut imaginer que ça va aller vers ça. Il y a une différence entre la valeur de revente et la valeur et la plus-value elle-même. En fonction de ça, il y a toute une fiscalité qui serait a priori de 36,2 sur le montant de la cession. Mais hors plus-value, non, oui, c'est ça, hors plus-value. Donc, c'est-à-dire qu'on revend le NFT 5 000 €. On aurait 36,6%. Bon, c'est un truc un peu chelou. Après, il faut savoir que moi, du coup, j'ai abandonné. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu vidéo qui s'appelle Axie, où on peut acheter des espèces de Pokémon, justement, je rebondis sur ce que disait Lisa, où on pouvait acheter avec des éthers, des espèces de monstres en ligne. J'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça, déjà que c'est assez compliqué quand on fait exprès de trader pour gagner de l'argent. Si je perds de l'argent avec ça, que je dois le déclarer et revendre ces axes au fisc, là, j'ai abandonné. Donc, je m'en suis arrêté là. Mais là, ça me fait penser à ce que tu disais, Damien, tout à l'heure. Tu disais, mais en fait, la manière dont on est imposé et le flou artistique qui règne, c'est le cas de dire, au milieu de toutes ces cryptos, et le fait que tout ne soit pas encore très clair et très ergonomique, on va dire ça comme ça, fait que parfois on se restreint aussi dans nos choix d'investissement et dans les actions qu'on voudrait faire parce que on essaye de rester quand même dans les clous de quelque chose qui est plus ou moins cadré et qui est plus ou moins clair pour ne pas avoir de surprise, quoi. C'est presque triste. C'est-à-dire qu'il y a une autocensure. Il y a une autocensure de par les risques et la complexité induite derrière. On n'ira peut-être pas jusqu'à dire que c'est les faire chercher, mais en tout cas, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire là, vous vous restreignez en termes d'usage autour des crypto-monnaies parce que derrière, il y a une complexité, des risques potentiels liés à la déclaration. Christian dit que seul l'usage permettra de faire évoluer la législation, et justement, c'est ça qui m'embête un peu. Est-ce que c'est à nous de prendre les risques à chaque fois qu'on fait un usage? Et en même temps, si on ne prend pas de risque et qu'on ne fait pas d'usage, on ne va pas pouvoir légiférer. Donc, il y a toujours ce truc de qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais d'autre part, c'est aussi ça qui donne lieu à des occasions et à des opportunités business comme on sautait dessus Walsio, Coconut et sûrement d'autres aussi. Enfin, nous, on parle de ces deux-là parce qu'on les a testés, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui se développent. Oui. Et c'est aussi grâce à ce gap entre ce que nous, on veut faire et ce qu'il est légalement permis de faire qu'il existe ce genre de service. Et peut-être que ce genre de service, justement, est un levier pour que ça se développe, pour que ça se démocratise et pour que l'usage devienne un peu plus démocratisé. C'est peut-être aussi le symptôme, enfin le positif justement de la popularisation et du fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs de crypto. Et puis, ça me fait penser peut-être on a tous le droit à l'erreur, alors peut-être pas 50 fois, mais une fois.
on pourrait peut-être tous comment dire, essayer quelque chose et justement partager ce qui ne marche pas. On a le droit d'essayer qu'une fois, hein, chacun. Partager ce qui ne marche pas chaque année. Donc là, il y en a qui disaient que c'était, il y a Babou qui dit que c'est peut-être il prendre son tour cette année de tenter quelque chose autour des NFT et puis de nous dire ce que ça a donné l'année prochaine, peut-être. On a vu plein d'usages là autour de façons de déclarer. On a vu des outils, on a vu des pratiques, on a vu des stratégies, on a vu. Donc ça, c'est pour cette année. Là, on va plutôt basculer sur les conseils qu'on pourrait donner pour l'année prochaine. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas encore cette année pris trop de. Voilà, l'année dernière, ils n'ont pas joué, ils sont rentrés cette année dans le jeu. Ce serait quoi, là, en quelques mots, les bons conseils à partager pour que l'année prochaine, ça se passe bien, finalement Moi, ça va être très simple. Écrire les plateformes, autant que possible, traquer les échanges. Pourquoi pas Blockfolio, pourquoi pas Delta, pourquoi pas des applications intermédiaires. Et puis, en dernier, faites-vous quand même plaisir. N'oubliez pas que l'usage l'emportera toujours quand même sur la fiscalité. Comme nous l'a dit Damien, dans le pire des cas, vous allez payer peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Normalement, jamais plus que ce que vous possédez sur la plateforme. Ce serait quand même absurde. Donc, voilà. Essayez quand même des choses. Ça va être, on va faire des belles choses et puis ça va être légiféré entre-temps. Là, ce que dit Hélène est quand même très rassurant sur le fait que ça va évoluer. Donc, entre-temps, on aura aussi des opportunités de comprendre un peu mieux comment on va être mangé l'année prochaine. Voilà. Je rejoins Yann sur le fait d'expérimenter parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a permis d'apprendre plus que le fait de me nourrir l'esprit, on va dire, dans la mesure où je trouve qu'on vraiment se rend compte de comment fonctionnent les cryptos qu'à partir du moment où on expérimente soi-même ce que c'est que d'investir dans des cryptos et qu'on trouve en fait ce qui nous parle et ce qui marche avec notre tempérament, avec notre façon d'être, avec nos attentes, avec nos envies, etc. Donc vraiment expérimenter. Et comme disait Yann, en fait, on peut être imposé que sur notre plus-value, en fait. Donc de toute façon, si tu as une moins-value, tu ne seras pas imposé dessus et donc tu ne vas pas perdre d'argent aux impôts si tu ne gagnes pas d'argent. Donc à partir de là, teste des trucs et tu verras bien ce qui te plaît et ce qui te parle et voilà, clairement. Excusez-moi. Le chat. Je pense qu'à la fin, il vient réclamer, excusez-moi. Donc, en fait, en synthèse, on expérimente. J'imagine que plus on sera nombreux à pratiquer, à essayer, forcément, plus on va générer d'usage et donc plus peut-être, comme disait Christian, c'est l'usage qui va faire la loi. On verra. Effectivement, tant qu'on reste peu nombreux, c'est là où peut-être le rapport de force n'est peut-être pas dans le bon sens. Donc, plus nous serons nombreux à le faire, forcément, ça peut montrer qu'il y a des choses et des revendications qui peuvent peut-être être prises en compte. Et puis, il y en a qui peuvent essayer de jouer. Hein. Enfin, la blockchain, ça reste quand même un écosystème de jeu. Hein. Moi, je vois vraiment comme un gigantesque jeu. Certes, on peut y mettre de l'argent, mais soyez toujours raisonnable. Hein, dans ce jeu. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à tenter de contourner, de frauder ou de… Voilà, ça c'est chacun qui prendra ses responsabilités. Il y en a qui jouent, ils gagnent, et il y en a qui jouent, ils perdent. Donc ça, c'est vous qui… c'est vous qui verrez. Si vous êtes plutôt conservateur, entre guillemets, pas trop joueur, et voilà, prenez pas de risque. On a vu un certain nombre d'outils ce soir qui sont très intéressants, qui peuvent vous servir aussi l'année prochaine, sachant que la loi aura sûrement évolué. On arrive à peu près au bout de l'heure et demie, tel qu'on avait prévu vis-à-vis de ce témoignage. Yann, Elisabeth, est-ce que vous avez des éléments de conclusion que vous voulez partager avec chacun, sachant qu'on va continuer, je pense, Laure, c'est dans le format que tu promeus un peu, c'est la discussion par petite salle par la suite. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire ça ce soir, mais voilà. En attendant, Yann, Elisabeth. Oui. Alors, je suis fatiguée, donc je vais durer moins longtemps que les autres fois. Parce que j'avais terminé un ou deux meet-up à 22h30 où c'était très sympa. On a une discussion, apéro en fait, on est en petite salle. Meet-up, quoi.
Finalement, oui, il y a plusieurs personnes qui partent et donc on se retrouve à 4-5 et on a des discussions vraiment très sympas. Donc là, je suis un peu fatiguée, donc je vais faire ça, mais jusqu'à peut-être 21h, 21h30. Mais en attendant, on peut prendre plus de questions de l'audience ou des mots de la fin de Hélène, de Yann et de Elisabeth ou d'autres choses, quoi. Allez-y. Mais après, oui, on peut rester et on va chercher et on parle de comme si on imagine qu'on est en train de prendre l'apéro, voilà, et on discute plutôt de crypto et de blockchain, mais on n'est pas du tout obligé de rester dans le sujet du meet-up. On échange, on fait connaissance comme si, voilà. Du coup, Yann, Elisabeth, on arrive à la conclusion et puis après on continue la discussion avec ceux qui voudront rester. Je ne sais pas si vous avez des points pour conclure par rapport à ce sujet. Et, voilà. Déjà, merci d'avoir organisé tout ça, l'équipe Blockchain et Société. C'est bien sympa, c'est le deuxième que je fais et c'est bien sympa justement d'échanger parce que on se sent parfois un peu seul devant notre déclaration justement. On va dire tiens, qu'est-ce qu'on fait Et le fait de lire aussi d'autres problématiques, on se rend compte que déjà non, on n'est pas seul, mais aussi qu'il y a des gens qui ont des solutions. Merci Hélène, merci Christian aussi de vos éléments de réponse supplémentaires parce que des fois, on a l'impression d'être un peu un alien quand on découvre le formulaire. Je finirai juste sur une anecdote. J'ai voulu déclarer Celsius Net et l'impôt une web de exchange ou du wallet, voilà. Et je vais pour marquer Celsius.network. Pas un .com, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ah, tu peux mettre que .com. On peut mettre que .com. C'est bien connu que c'est le seul nom de domaine. Donc bon, ça m'a fait rire parce que justement, c'est typiquement ce genre d'incohérence où on se dit là, il faut trouver une solution. Donc j'ai mis .com. Voilà. Merci Yann. Elisabeth, c'est un… Oui, mon mot de la fin, merci déjà pour cet événement parce que je n'avais pas du tout connaissance de l'association avant que Yann m'en parle et vraiment, je trouve ça vraiment riche et vraiment intéressant aussi parce que c'est vrai, comme disait Yann, on se trouve parfois très seul, surtout comme je le disais au début du live. Moi, j'en parle pas forcément autour de moi d'emblée et donc on est d'autant plus seul en fait, sauf avec les amis à qui on en parle, mais vraiment, c'est super intéressant d'avoir des points de vue différents, d'avoir des problématiques aussi différentes et de devoir un peu rassembler ces neurones pour réfléchir un petit peu ensemble. Je trouve ça vraiment, vraiment enrichissant. Et n'oubliez pas de vous amuser en fait à mesure de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire de vos investissements crypto parce que personnellement, moi, j'ai commencé à jouer un petit peu et puis après, je me suis retrouvée à plutôt être dans quelque chose de plus long terme et je pense que la vie d'un cryptonaute évolue aussi selon ses aspirations, ses priorités, etc. Et c'est bien que ça soit en fait en conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on met en jeu, je pense. Je pense que c'est un peu la clé du truc, c'est d'arriver à avoir des pratiques qui sont en accord avec nos priorités, en accord avec ce qu'on est prêt à perdre ou non aussi. N'oublions pas que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas fait de plus-value. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup Elisabeth, merci beaucoup Yann de vos témoignages. Je pense qu'on était tous super heureux de vous avoir, de vous accueillir ce soir et de vous écouter. Moi, j'ai appris plein de choses. Voilà, moi-même, je vais devoir déclarer cette année des choses. Et donc, je vais pouvoir peut-être revoir en replay certains points le jour où je serai devant ma feuille de déclaration. Merci beaucoup, c'était vraiment super, super intéressant. Donc merci à tous ceux qui étaient venus pour la première fois. J'espère que ça vous a plu ce format. Donc c'est un format un peu spécial parce qu'on est en mode toujours remote. Donc se posera la question quand les choses vont réouvrir, comment ça va se passer. Et puis merci à ceux qui nous sommes fidèles depuis peut-être 46 meet-up, là, depuis bientôt 4 ans. On adore parler avec vous de crypto-monnaie, de blockchain, de techno, mais aussi de fiscalité. Donc c'est toujours sympa de faire des meet-up avec vous. Et puis tout de suite, on va enchaîner du coup sur une session plus libre en termes de discussion. Ça peut être l'occasion de débattre. Hélène, d'abord le mot de la fin de Hélène. Ah, merci.
Oui, Laure, merci de me donner la parole. En fait, le mot de la fin, oui, ou le mot du début, je ne sais pas. Alors, en fait, oui, bon, beaucoup de questions. Alors, j'ai noté beaucoup de choses parce que, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir toute cette diversité de questions pour avancer, en fait, pour sécuriser l'écosystème, hein, parce que vraiment, la problématique, c'est de le sécuriser, parce que TracFin, c'est omniprésent, et on a vu avec le nouveau statut PSAN, etc. Donc, en fait, ce que veut la France et l'Europe, quand même, c'est que ça se passe bien. Donc, ça peut paraître terrible, hein. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis qui se disent on va partir, etc. Mais en fait, finalement, il faut comprendre que ça se met en place. Donc, on a eu 2019 avec le statut, la fiscalité qu'on connaît aujourd'hui, hein, pour les actifs numériques, avec 30%. Voilà, c'est assez simple. Mais c'est effectivement un monde qui se fait tous les mois, confère les problématiques adressées aux députés. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter quand il y a des questions techniques à remonter aux députés. Il y a vraiment des députés qui sont très volontaires par rapport aux cryptos. Voilà, moi je pense que il faut être, c'est la blockchain, hein, c'est la liberté, d'accord, mais c'est dans une société organisée, alors voilà, faut trouver le juste milieu. Après, bon, j'essaierai voilà, sur quelques points, j'essaierai d'envoyer des liens, et puis pour que vous puissiez les transmettre, si je peux répondre à certains points. Voilà. Super, Merci beaucoup, encore. Hélène. C'était intéressant. Super, merci. Merci beaucoup. Merci. Désolé, loin des yeux, loin du cœur. Moi, je suis dans la vision speaker. Je ne vois malheureusement que les gens qui sont en train de parler. Donc, désolé, Hélène, de ne pas vous avoir donné la parole. Et puis, merci d'être venu apporter, du coup, voilà, spontanément, entre guillemets, d'avoir apporté votre expertise, ainsi qu'à Christian aussi, comme disait tout à l'heure Yann. Voilà, globalement, merci à tout le monde d'avoir participé à ce point-là.